Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver ce dimanche pour votre magazine de société. Le diamant brillait dans cette ville, mais aujourd'hui il ne reste plus rien. Ce soir, on vous emmène à Tortilla, ancienne capitale oubliée du diamant. Vous allez voir comment elle tente de se relever après des années d'exploitation sans bénéfice pour la localité. Et puis 14 mariages en une journée, tous portant le même patronyme. Nous serons au cœur de la tradition des mariages collectifs en pays coraux, des mariages où parfois le mari est absent, mais sans pour autant que la fête soit gâchée. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Que reste-t-il de Tortilla, cette ville autrefois prospère en diamant? Ce soir, coup de projecteur sur cette localité au destin brisé, mais qui s'efforce désormais de se reconstruire. Patrick Brédé, Roméo Tapé. C'est le dernier départ de l'unique car qui dessert la ville de Tortilla, dans la région du Hambol. L'escale de Niakara permet aux passagers de reprendre des forces avant d'affronter les 47 km qui la séparent de Niakara. Le car porte les cicatrices de 3 ans de combat menés sur la route qui conduit à la ville symbole du diamant. Ouais, montez, monsieur, montez, vite en partie, montez. Voilà. Ok, bon. Fermez derrière. Ok, bon. Le trajet à peine entamé, Barbu, le convoyeur du car, nous annonce ce qui nous attend. Le calvaire vient de commencer. On s'en va comme ça pour 47 km d'endurance. Voilà. 47 km, on peut parcourir ça au moins en 1 heure. Mais nous, on a au moins 2h30 à faire sur cette route, sur cette voie-là. Les secousses font partie intégrante du voyage de Niakara-Tortilla. Albert, le principal du collège moderne de Tortilla, emprunte ce tronçon depuis 3 ans et chaque fois, c'est à la même épreuve physique qu'il est soumis. Chaque fois que nous empruntons cette route-là, c'est des courbatures. Nous pouvons passer des nuits sans dormir, il faut se masser, il faut vraiment utiliser les moyens de tous bords pour pouvoir résister un tout petit peu aux courbatures, à toutes les douleurs que nous ressentons la nuit. Au-delà des douleurs, c'est surtout le paradoxe de sa destination qui l'interpelle. Pour une zone qui a été la première zone de diamant en Côte d'Ivoire, la ville n'a pas pu décoller. Il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu de projet pour permettre à cette ville qui a donné du diamant à la Côte d'Ivoire, qui a donné, je dirais plutôt, des devises aussi à la Côte d'Ivoire, que cette zone-là soit totalement oubliée. Comment ça va? Ah, le bébé dort. Voilà, on ne peut pas ouvrir la fenêtre un peu. Hein, on va ouvrir un peu pour que, quand même... Cette piste est un véritable défi quotidien pour Barbu et son chauffeur. Si la route était bonne, on pouvait faire au moins 2 ou 3 voyages, mais on ne peut pas satisfaire la population avec 2 voyages. Donc la population même, on les a préparés à ça. Ils savent que déjà, c'est 1 voyage par jour. Matin, on quitte là-bas à 8h, au plus tard 13h, 14h, on a Boaké. Et puis le soir, on revient. Voilà, c'est les mêmes personnes qui sont parties avec nous. Ceux qui veulent aller peut-être payer des marchandises, ils reviennent. On les attend, ils reviennent avec nous. Et puis à 20h, on est là-bas. Cette lutte acharnée a fini par user la mécanique du car. Chaque jour, quand on quitte à Tortilla et qu'on arrive à Boaké, on est au garage. Puis on doit retourner le même soir à 15h. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne laisser nos passagers en brousse pour des problèmes mécaniques. Vous voyez, tout ça c'est la climatisation. Tout ça, ça marchait. Donc je dis, vous voyez l'état. Aujourd'hui, on ne peut pas. Tout ça, chacun avait sa climatisation en haut de lui. Et lorsque les passagers doivent se soulager, Barbu s'improvise mécanicien. En temps réel, la lame ressort. Ça fait des bruits, donc on va vérifier.
C'est d'autant plus rageant que cette route a été celle qui a souvent transporté le diamant sorti des entrailles de Tortilla. Est-ce que vous avez un peu de regret quand vous regardez le symbole de la... Effectivement, on a des regrets parce que ceux qui étaient à Tortilla, qui étaient en train d'extraire le diamant, devaient quand même, dans un premier instant, nous bitumer la route, au moins. Là, on pouvait quand même se sentir heureux. Mais déjà, vous êtes partis prendre tout ce que nous on avait comme bien. Et puis vous n'avez rien laissé, vous êtes partis. Ça a fini, tout le monde a fini? Montez, montez! Le car roule depuis 1h30 et les ornières se multiplient. Un coup à gauche, un coup à droite, entraînant dans son sillage un écran de poussière. Par endroits, la voie se rétrécit et oblige le chauffeur à s'arrêter pour laisser passer ce camion remorque. En temps de pluie, cette manœuvre est très risquée. Il n'y a pas de pluie, mais vous voyez comment on roule. Donc quand il y a la pluie encore, lui, ça devient encore plus grave. Ouais. Vous avez vu que la voie est rétrécie. Donc quand on fait un croisement, quand deux véhicules doivent se croiser, obligatoirement l'autre doit se mettre un peu à côté. Et s'il y a la pluie, il peut glisser et puis aller tomber devant. Après 2h35 de piste, c'est le soulagement. Soyez les bienvenus dans notre cité, Tortilla, la cité des diamants. Ils ont fait du tort à Tortilla en laissant Tortilla avec une route tortueuse. Peut-être que le nom même en dit quelque chose, mais il ne faut pas abandonner Tortilla à son sort. Il faut bien que quelque chose soit fait. Et donc, nous prions. Voici Tortilla, la ville champignon, née autour des mines de diamants en 1947. L'éclat des 200 000 carats de diamants, du temps de la CRMC, n'ont pas fait briller Tortilla. Sans bitume, ses rues, ses maisons, sa boulangerie, sa pharmacie. Rien ici ne témoigne des années fastes de l'exploitation du diamant. L'ancien bureau d'achat du diamant, fermé depuis plusieurs années, ces bâtiments à l'abandon sont les dernières reliques d'une époque. Après le départ de la CRMC en 1974, Tortilla sera l'objet de l'appétit vorace de plus de 40 000 exploitants artisanaux en quête de fortune dans les années 1990. Il suffit de se rendre aux alentours de la ville pour découvrir les stigmates de ce pillage à grande échelle. Vu du ciel, Tortilla a des allures de passoire géante. Partout, des trous. Il y a des endroits où c'est les trous comme ça, on va faire les puits. Il y a des endroits où non, c'est la couche supérieure qu'on utilise. Alors, dans ce cas, s'ils viennent, vous allez trouver dans ces coins où les arbres sont beaucoup tombés. À cette époque, Drissa ne cultivait pas encore l'anacarde. C'est dans ces fosses qu'il descendait chercher du diamant. Dans les années 84, 87, le diamant, vraiment, c'était à floraison ici. Donc, on venait tout petit. Sincèrement, le diamant se gagnait, ça se ramassait. Donc, nous, on venait. Quand les adultes finissent de laver, ils vont verser. Nous, on vient, on fouille ces coins. Et puis, on ramasse des petits grains qu'ils ont oubliés ou qu'ils n'ont pas vus. C'était un peu des gains faciles. Automatiquement, on s'est dit, mais au lieu de chaque fois rester derrière les gens, et si nous-mêmes on engageait aussi, on dansait dans le trou. Dès son jeune âge, Drissa fera de la recherche du diamant son activité principale. Depuis 15 ans, c'est dans ces trous qu'il nourrit l'espoir de devenir riche. Avec lui, plusieurs clandos, comme on les appelle, n'ont pas hésité à balafrer et dépiécer la ville. Il y avait beaucoup de monde, dont tout le monde veut avoir. Donc, il n'y avait pas de calcul. Chacun creuse, c'est un non-man's land, il n'y a pas de loi pour dire non, si toi tu commences ici, l'autre doit commencer à côté, il faudrait... Non, chacun tombe où il veut.
et ils creusent. Donc souvent, quand on finit de balayer le pied, quand ça s'affaisse, ça écrase. C'est comme ça, on est resté, il y a beaucoup de nos camarades sont restés dedans, malheureusement. Moi-même, j'ai perdu des amis dedans. Le temps semble figé. Le diamant sonne ici comme une malédiction pour la ville. Moi, par exemple, là, je peux dire que la plus grosse pierre que j'ai vendue, c'était un carat 5. Je l'ai vendu à 90 000. On ne pense pas investir, donc on dépense comme on veut, en espérant, puisque le lendemain va venir. On est resté dans cet espoir, l'attente de la fortune. On n'a pas eu la fortune, et on a détruit notre vie, carrément. Tiré des entrailles de la ville, on a surnommé l'endroit le Bachanchin. Eh, tchè, vraiment, un chantier. Après plus de 15 ans passés à chercher du diamant, Drissa connaît bien les lieux et ces derniers clans d'eau que la fièvre du diamant n'a pas encore quittés. Il y a des maisons ici, clandestinement, on partait creuser sous ces maisons. Et on a fait tomber ces maisons. Cette exploitation de masse a des répercussions sur l'écosystème. Et ça, c'est la déviation du fleuve. Mais quand vous regardez, vous voyez au fur et à mesure, mes amis, mes frères sont en train de laver. Ils continuent toujours de rembler le fleuve. On est en train de toujours tuer le fleuve. On est en train de fermer le nez du fleuve. Automatiquement, ça agit sur l'écosystème. Il y a des endroits derrière ici où les parents avant faisaient la riziculture. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Puisqu'il n'y a pas de nid, il n'y a pas de profondeur. Donc en saison pluvieuse, l'eau s'étale, elle prend pratiquement toutes les zones cultivables. Alors que nous cherchons à en savoir plus sur les motivations des exploitants, la main heureuse d'un clan d'eau va dénicher un morceau de la précieuse. C'est ça là j'avais vu. J'ai dit il y a longtemps, je n'ai pas vu, il n'a qu'à descendre pour voir. C'est ça j'avais vu et puis il disait que non, il y a longtemps, je n'ai pas vu, donc il n'a qu'à descendre pour voir. C'est du diamant. C'est du diamant. Vous avez la chance. Sinon, c'est pas facile. Hein. Un espoir, douché par la valeur marchande de ce diamant, qui n'est responsable de la prospection de Saremsi. Dans le diamant, j'ai gagné ma vie. J'étais salarié, même tout le temps dans la Saremsi. Un diamant, là, je le touchais, mais jamais il y a un diamant qui a fait quoi que ce soit. Si je faisais la recherche. Si je prenais un diamant, je le mets dans ma poche, hein, ça gâtait le travail de la Saremsi. Ça veut dire qu'on dit il n'y a pas de diamant, donc on va fermer. Âgé de 85 ans, ses revenus conséquents gagnés dans le diamant lui ont permis d'investir dans ce lieu iconique, tombé aussi dans l'oubli. Tout ici n'est que vestige d'un passé glorieux. Une époque dont se souvient Marius. On faisait du ski nautique, on faisait du jet ski, on faisait de la pêche à la traîne, on faisait tout un tas de trucs. Il y avait des hippopotames, il y a 5, 6, 7 hippopotames. Il y en a un qui venait dans la cour nous saluer. Hein, il y a même élevé des chimpanzés qui vivaient autour de tout le monde ici. Voilà. Donc ça, c'était des moments, wow. Quand on passe à ça et puis qu'on voit aujourd'hui c'est le grand calme plat. Hein. La personne, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de bateau, il n'y a plus rien. Dans ses catalogues, Marius consigne ses années de vie dans la cité du diamant. Ici, c'est des bijoux que je faisais. Ça, c'est des petits pendentifs. Hein, j'avais des petits tubes en verre. Je mettais un peu de diamant, un peu d'or dedans, un bouchon en or et un pendentif. On vendait ça aux touristes. Un bijou comme ça se vendait 120 000 francs. Hein, mais il y avait tant de carats de diamant, il y avait tant d'or, tout était pesé. On gagnait plus avec ça qu'avec le tourisme. Ça m'a aidé à tenir le coup. Sur ce bout de terre aux allures de Far West, la pauvreté se concentre aussi dans le centre-ville et surtout chez les artisans. Yedi Dienon
est l'un des menuisiers de Tortilla. Du temps de la ruée vers le diamant, il n'avait pas de difficulté à écouler ses tamis. Quand j'ai appris comment couler les tamis près de mon oncle, bon, sincèrement, j'étais sollicité par les clanos. Les gens disaient que vraiment j'étais un spécialiste. Parce que le tamis qui est là, à l'époque, il y en a quand ils coulillaient, ça danse au milieu. Mais quand moi je finissais de couler, les clans disaient que pour moi là c'est dur. À l'époque du diamant, il faut reconnaître qu'en ce temps, j'avais la force. Donc avec la force, je pouvais faire au moins 10. Voilà, je pouvais couler 10 par jour. Souvent, quand le mouchon est trop là, je peux faire jusqu'à 15 par jour. Malgré la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien en 2014, la ville a du mal à sortir la tête de l'eau. Dans une ville enclavée, difficile de trouver des matériaux bon marché. Tu as un bois vitre de cette taille, un seul élément, c'est 1000 francs. Le transport fait 1000 francs. Et quand tu vas parler, ils vont te dire que si ça se casse. Le manque de main-d'œuvre, le coût des matériaux empêche le menuisier de tenir ses commandes. Tout cela, c'est des commandes, mais le travail est un peu lent parce que je suis seul. Comme je te l'ai dit, les mines ont fait que les enfants préfèrent aller aux mines. Et là, du coup, du jour au lendemain, tu peux devenir millionnaire. Or, pour nous, là, tu vas étape par étape. Donc, c'est lent. Gagner son pain quotidien est devenu un casse-tête, au point de croire que le sort s'acharne sur sa ville natale. Souvent, tu n'as pas d'économie. Puisque tu vas investir là. Si ça ne sort pas, du coup, tu peux faire le mois, tu n'as rien. Quand vous dites que vous n'avez rien, c'est comme Si je n'ai rien, au moins je fais 15 000 francs. Tu as ça. tout le mois. Tout le mois, tu as peut-être une économie de 15 000. Le reste, tu es obligé de mettre dans le matériel pour déposer. Parce que tu vas dépenser. Et c'est les 15 000 que vous prenez pour vivre? Voilà, on prend les 15 000 francs pour vivre. Quand tu sens que les 15 000 francs vont diminuer, si tu gagnes d'autres, tu complètes. On dit l'emploi jeune. Moi, je suis allé me présenter, on dit tu es vieux. Bon, qu'est-ce que je vais prendre pour m'aider? On n'a même pas de microfinance. Il n'y a pas de microfinance au niveau de Tortilla. Tu vas appeler au secours, qui va t'en? Personne. Le problème de l'eau potable était très crucial à Tortilla. Ça créait de nombreux problèmes de santé. C'était vraiment désolant. Et ce château d'eau est venu régler toute cette question. Pour nous, c'est la vie. Ce château d'eau, c'est la vie. Celui qui en parle, c'est Blaise Koulibaly, le maire de la ville. Pour le premier magistrat de la Cité du Diamant, il faut mettre fin à l'urbanisation sauvage, héritée de l'ère du diamant. Vous voyez ce genre de cases, ce genre de maisons en terre, c'est des choses d'une autre époque. À l'avenir, on aimerait que tout ça disparaisse en faveur de maisons en dur. Et les gens ont commencé à comprendre, les gens ont commencé à construire, ont cassé leurs maisons en terre pour faire des maisons en dur. Je pense que ça va venir. Ça va venir. Il y a 6 mois, il semblait que le maire a ses habitudes. Ici, en plus du thé, la question du bitume anime les causeries. Déjà, ça fait 2 ou 3 mois déjà, nous sommes à Niakara pour le lancement des travaux. Voilà, Quels travaux? De bitumage de l'as Niakara Tortilla. Voilà, donc nous sommes arrivés et ça fait un bon moment que nous écoutons, on ne voit rien. On regarde, on ne voit rien. Nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que vous pensez que le vice-président lui-même va se déplacer rien pour ne rien comme ça? Non. Et partout dans ce pays-là, partout sur cette terre-là, la question du bitume, c'est plusieurs étapes. Le bitumage de l'axe Niakara à Tortilla est loin de satisfaire les 36 000 habitants de la ville. Il faut que Tortilla bénéficie d'un super plan Marshall. Si Tortilla bénéficie d'un super plan Marshall, ça va contribuer à les aider tous, à nous aider tous. Si le bitume est effectif, vous allez voir que ça va élever au moins de 20% le niveau économique de tous ces jeunes-là. Ces trous retiennent de l'eau, les anciens trous laissés par les chercheurs de diamants. Donc nos braves femmes maraîchères, elles profitent de l'eau
retenus dans ces trous pour faire le maraîcher et arroser leurs différents plants. Son projet de production de miel a été suscité par l'USAID dans le cadre de la certification du diamant ivoirien. Avant, je faisais un peu l'apiculture traditionnelle, donc du coup, j'ai saisi l'opportunité. Sa quinzaine de ruches et les 300 litres de sa production annuelle lui permettent d'oublier les faux espoirs du diamant. Quand tu as une ruche, tu auras la rentabilité d'une ruche. Tu as 10 ruches, tu auras la rentabilité de 10 ruches. Par contre, quand on était au diamant, tu peux décharger une charrette, laver, rien. Tu peux décharger un chargement d'ébène, laver, tu ne gagnes rien. Tu peux faire des mois et des mois dedans, tu es en train de t'épuiser, tu ne gagnes absolument rien. Ok, dans l'apiculture, quand tu fais, à la récolte, c'est sûr que tu vas avoir. Il suffit que la rue soit habitée. À une plus grande échelle, l'espoir pourrait venir des 100 hectares de terre du village de Zanakaa. C'est les membres de la coopérative? Oui, oui. Ils sont en train de travailler? Oui, c'est les mêmes coopératives. Ils ont commencé à quel moment? Le projet risicole de la coopérative Benkadi est supervisé par Ira, le directeur des services sociaux de la mairie. L'année passée, nous avons fait du GT11, c'est du riz prisé. Donc, sur toute cette superficie que vous êtes en train de voir aux environs de près de 200 hectares, nous allons faire cette année du riz de bas-fond. Voilà. Parce que le bandamment est à quelques mètres de là. Donc, en saison pluvieuse, tout ici est inondé. Il y a de l'eau et le riz produit bien. Ils ont fermé les trous des diamants et aujourd'hui, ils s'adonnent à l'agriculture. Donc, la nouvelle vision que nous voulons vraiment apporter à cette population-là, c'est de partir du diamant à l'agriculture. Avant les semis, il faut procéder à l'abattage des arbres et préparer les terres. La récolte de 300 tonnes de riz l'année dernière suscite l'intérêt des populations. Je ne sais pas que ça va marcher, mais j'ai venu voir que vraiment ça marché. C'est pourquoi je n'ai pas vu tous les gens qui sont rentrés dedans. Je dis que vraiment c'est marché, je n'ai qu'à faire tout possible pour les rader. Donc c'est pourquoi tous les villages sont rentrés dedans. Même le coin là, tu vois ça, il y a une autre parcelle derrière là-bas. À terme, ce projet impactera plus de 1000 personnes. Avec ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de lutter contre l'exode de cette population-là. Cet exode qui consiste à quitter ici pour aller chercher de l'or, nous sommes en train de lutter contre cet exode-là. Nous avons même produit le riz local de tortilla, paraffé, riz tortilla, made in tortilla. Oui, parce qu'il a la potentialité. Tortilla regorge d'énormes potentialités. Ça, c'est le premier site. Nous avons encore un deuxième site de l'autre côté qui peut faire également 500 hectares. Et tout ça, inexploité. Au milieu des épaves de ces véhicules, qui ont servi pour le transport en commun jusqu'en 2019, Barbu vient s'inspirer des souffrances du passé pour mieux se projeter dans l'avenir. Dans ces véhicules-là, communément appelés bâchés, voilà, on mettait 2 personnes devant, en plus du chauffeur qui fait 3. Et puis derrière, on a au moins une dizaine de personnes. Et les bagages, on les mettait en haut. C'est comme ça. On veut coûte que coûte faire sortir Tortilla de cette précarité-là. Voilà. Et on sait que Tortilla a de beaux jours devant lui. Donc nous, à notre tour, on se bat, on fait main et pieds pour quand même satisfaire nos populations en matière de transport. Cet optimisme est partagé par l'Union des transporteurs de la ville. Après le remboursement du car octroyé par le président ivoirien, l'Union a fait l'acquisition de ce véhicule flambant neuf. Donc le diamant, donc vous voyez, on va le faire briller, ce diamant qui était très longtemps sombre. Avec la ligne Tortilla à Abidjan, la ville s'offre un nouvel outil de promotion. Comme le dit toujours, la route précède le développement et qui parle de route parle du transport.
Donc le transport, nous à notre niveau, nous avons pris le devant. On se dit que nous sommes beaucoup reculés et si nous à notre niveau on arrive à produire ce joyeux par rapport à d'autres villes qui sont avancées que nous, je pense que ça peut attirer beaucoup d'hommes à venir voir réellement à Tortilla, il y a quoi au juste. Même si leur quotidien n'est pas simple, les forces vives de Tortilla tentent de remettre sur la route du développement leur seul trésor, tombé dans l'oubli collectif. À défaut de briller, l'ancienne capitale du diamant pourra au moins reprendre des couleurs. Et pour parler de Tortilla, cité oubliée du diamant, nous sommes rejoints en plateau par le maire de la commune, Monsieur Blaise Coulibaly. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour parler de votre ville. Merci. Alors, vous avez été élu en 2018, vous êtes candidat à votre réélection en septembre prochain. Quel est votre bilan sur la politique de développement de la ville depuis votre arrivée? Nous sommes arrivés timidement, avec des projets, des ambitions, que la plupart des gens pensaient impossible à réaliser. Avec beaucoup de chance, beaucoup de travail, on a réussi à mettre en place certaines choses telles que l'eau. Quand nous sommes arrivés, l'eau courante n'existait plus à Tortilla. À la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est possible de se faire une piscine si on veut. L'électricité était parsemée dans la ville. Aujourd'hui, il y a de l'électricité partout. Les problèmes de voirie, je ne veux pas dire que les problèmes de voirie sont réglés. Mais au jour d'aujourd'hui, la situation est très différente de 2018. On peut circuler aisément dans la ville, mais il reste beaucoup à faire. Et nous allons nous atteler à régler ça. On reparlera de la route, mais quels sont les défis majeurs auxquels Tortilla est confrontée aujourd'hui dans sa quête de reconstruction? Le premier des défis, c'est la route. C'est la route. Les gens le disent souvent que la route précède le développement et nous voulons du développement. Et on va suivre l'adage en disant que la première des priorités, c'est la route. La première des priorités, c'est la route. Aménager les routes dans la cité de Tortilla, l'accès à Tortilla, c'est-à-dire Niakara-Tortilla. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est des choses qui sont en cours de réalisation. Le président nous a promis en 2019 qu'il allait se pencher sur la question du goudron. Aujourd'hui, c'est en cours de réalisation. Justement, l'année dernière, le vice-président a lancé les travaux de bitumage sur l'axe Niakara-Tortilla, mais seulement sur 7 km. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un réel changement sur la vie des populations et le développement de la ville? Non, je pense qu'il y a un petit malentendu. Je suis 47 km. C'est-à-dire la distance Niakara-Tortilla. Et les 7 km sont à redistribuer sur la ville de Niakara et la ville de Tortilla. Ça, c'est le nombre de kilométrages qui sera exécuté à l'intérieur des cités. Mais le trajet Niakara-Tortilla, il sera effectivement bitumé. On disait Tortilla était la ville du diamant, elle a connu vraiment, était vraiment très prospère à l'époque. Aujourd'hui, que dites-vous aux populations qui sont encore dans l'espoir de revoir le diamant rythmer l'économie de la ville? Est-ce qu'il faut continuer à rêver ou alors il faut se diversifier aujourd'hui? Je leur dis qu'ils ont bien raison de garder espoir. Je suis, par ma position, le premier à garder espoir parce que
les gens ne connaissent pas très bien Tortilla. Pour 90% des Ivoiriens, ils ont entendu parler de Tortilla à la télé, des choses comme ça. Mais le diamant de Tortilla a été exploité de façon superficielle. Partout ailleurs, en Afrique du Sud, en Namibie, en Angola, on va chercher les diamants à des kilomètres, à des centaines de mètres sous terre. Des études ont été menées par des grandes entreprises et ces études sont arrivées à la conclusion que le sous-sol de Tortilla est encore immensément riche, mais malheureusement inexploité. Et c'est ce qui fait souffrir un peu Tortilla au jour d'aujourd'hui. Si l'exploitation du diamant était effectivement mis en exécution, Tortilla deviendrait une ville plus prospère qu'il y a 20 ans. Vous demandez aux populations de continuer à rêver parce que le sol est encore riche, mais quelles sont les mesures que vous entreprenez pour faire attirer les nouvelles industries à Tortilla? Bon, à ce sujet, je n'ai pas votre niveau. C'est pas véritablement à mon niveau parce que Tortilla est gérée par une société qui s'appelle la Sodemi. Et la Sodemi est la société, c'est une société d'État. Et je pense que ce sont eux qui mènent les tractations pour attirer des nouvelles entreprises à Tortilla, des choses comme ça. Mais nous, en tant que citoyens, en tant que mairie, on s'impatiente très souvent. Donc, des fois, on va poser des questions, on a des contacts personnels et on essaie d'évoluer dans ce sens-là. Mais on sait que, parce que j'ai eu à discuter avec certains responsables de la Sodemi, c'est en bonne voie. Et les jeunes Tortilla, quel est leur état d'esprit quand ils constatent l'absence, parce que le diamant n'est toujours pas, ne permet pas aux populations de vivre aujourd'hui, en l'absence de réelles opportunités professionnelles, quel est leur état d'esprit? En vérité, ils sont un peu désespérés. Mais ils ne lâchent rien par contre. La plupart d'entre eux sont allés dans les villes limitrophes où il y a des exploitations qui sont actives. Mais pour ceux qui sont restés, continuent de nourrir l'espoir que dans un avenir très proche, les choses pourraient bouger, les choses pourraient changer. De quoi a besoin aujourd'hui Tortilla pour se relever? Vous parliez dans le reportage d'un plan Marshall. Comment envisagez-vous sa concrétisation et sa mise en œuvre? Le plan Marshall est la solution idéale pour régler les problèmes de Tortilla. Parce que s'il y a un plan Marshall, il y aura plus de bitume dans la ville, ce qui va contribuer à améliorer le cadre de vie des populations, à permettre aux populations... Il faut déjà qu'ils apprécient vivre à Tortilla, qu'ils aient envie de rester à Tortilla. À cela pourrait se greffer, par exemple, l'arrivée de nouvelles entreprises minières. À Tortilla, on a de l'or. À Tortilla, on a du diamant. Si on permet aux entreprises de venir s'installer, ça va dynamiser l'économie de la ville. Je pense que c'est les procédures, la paperasse qui doit s'alléger un tout petit peu. Tortilla est victime de la lourdeur de l'administration. Dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de Tortilla? Quelles sont vos aspirations pour Tortilla? Votre rêve, si on peut le dire ainsi. Mon rêve pour la commune de Tortilla, c'est de voir émerger un nouveau Tortilla, un Tortilla où la jeunesse n'est plus à s'inquiéter du quotidien, un Tortilla où les problèmes de santé trouvent solution aisément, un Tortilla où les échanges entre les différentes villes
devienne fluide. C'est ça mon on souhaite évidemment que ce rêve se réalise pour Tortilla. Merci infiniment, Monsieur Blaise, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Tortilla et que vous êtes d'ailleurs candidat à votre propre succession. Effectivement, merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi. Et en seconde partie d'émission, c'est de mariage dont on va parler, notamment de mariage collectif, une tradition chez les Koro. Comment se déroulent ces mariages où tout le monde porte le même patronyme? Eh bien, ce sera après une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci à vous toutes et à vous tous d'être toujours avec nous et d'apprécier le magazine. Au nord de la Côte d'Ivoire, chez les Koro, les mariages se font en groupe, une tradition héritée de leurs ancêtres. Nous serons au cœur de 14 célébrations où la joie et les larmes s'entremêlent, une immersion unique et riche en émotions proposée par William Sakere, Doria Gloire et Romuald Dako. Ambiance de fête à Bouandougou chez les Koro, dans la région du Béret, au nord de la Côte d'Ivoire. Ici, le mois après le Ramadan, c'est celui des mariages collectifs. Dans les années les plus fastes, on peut atteindre la 50aine de noces en cette période dite du Migaro, expression qui signifie moment où on peut boire et manger dans la langue locale. Dans des villes et en compagnie d'époux, nous découvrirons le rite du mariage Koro. Ses caractéristiques, son histoire, mais aussi son poids face à la modernité. À la place de la gare routière de Bouandougou, c'est la parade des futurs mariés en cette fin de journée. Aux étoffes de toutes les couleurs se mêle une ambiance musicale teintée de gaieté et de bonheur autour de 14 jeunes mariés. Pour la famille, pour les parents, en tout cas ça fait plaisir. C'est spécial parce que c'est juste après le Ramadan. Est-ce que pour vous êtes Koro, c'est important de faire votre mariage dans cette période-là? Oui, c'est important. Ça apporte bonheur dans le foyer. Il ne faut pas nous dire à tout le monde, hein, votre mari il est où en ce moment-là? Il est à Abidjan. Il vient quand ici alors? Il ne vient pas. Il ne vient pas ici? Donc il vous marie comment alors? On va te le trouver là-bas. C'est la famille qui vient, ses parents qui viennent nous soutenir dans le mariage. Mais en coulisses, les familles continuent de s'organiser. Chez les Koro, le mariage est avant tout une alliance entre deux familles. C'est ce qui justifie cette procession. Depuis le temps de nos grands frères, cette tradition est là. Jusqu'à présent, s'il y a un mariage, on prend les ignames, les maïs, voilà, des riz, avec beaucoup d'argent, voilà, pour aller présenter à les parents de leurs femmes. Daouda et ses frères conduisent un projet de mariage pour un membre de leur famille. Avec ses vivres, ils veulent montrer à la belle famille que leur fille ne manquera de rien. Et c'est dans cette cour que tout va se jouer. Celui qui se marie ne vient pas ici. Parce qu'il y a ses petits frères, les grands frères qui sont là, voilà, qui viennent à leur place. C'est pour cela ceux qui sont dans les filles, ils ne viennent pas. Ah, Non.
Dans les temps anciens, on donnait un bœuf. Et compte tenu de la situation, et compte tenu du modernisme aussi, alors on a enlevé le bœuf dedans. On donne une cuisse de bœuf, plus 41 000 francs, 42 000 francs. Il y a 1 000 francs qui vont retourner aux donateurs. C'est la coutume, hein. Et c'est comme ça depuis les temps anciens. Les discussions aboutissent plus tard à des rires et à des prières. Oui, c'est bon, c'est fini. C'est accordé comme ça, c'est fini. Donc ils vont prendre les femmes, il n'y a pas de jeudi. Sinon, actuellement, elles sont entassées quelque part, dans une maison. Elles ne sortent pas. Voilà. Bon, d'abord, ils ont commencé par vous bénir, hein, et puis bénir le mariage. Il faut que ça dure longtemps, parce qu'un mariage, c'est pas pour 2 jours. Voilà, et puis ils ont béni à ce qu'il y ait beaucoup d'enfants. Vous savez, on donne des carnets d'enfants, il faut tout remplir. Voilà, généralement c'est comme ça. C'est des bénédictions comme ça. Tout est OK. Il n'y a pas aucun de souci. Tout le monde est satisfait, tout le monde est content. Si les familles scellent ici le mariage de leur enfant entre sourire et consentement, la séparation de l'épouse d'avec sa famille peut s'avérer difficile. Pour tenir dans cette phase de séparation, les futures épouses peuvent compter sur leurs proches. C'est le cas de Mariam que nous retrouvons ici en famille à Tienemboué, non loin de Boindougou. Nous sommes en train de préparer pour la mariée. Elle avait mangé à l'eau, un poulet, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'il a envoyé matin. Là. Elle dit d'envoyer sucrerie, non, il allait chercher pour lui donner. Aujourd'hui, la mariée doit sortir pour aller danser, et puis c'est son dernier jour dans sa famille, quoi. À partir d'aujourd'hui, quand on va la faire rentrer, elle ne va pas parler avec quelqu'un. Demain, jeudi, elle va aller dans sa belle famille. Mariam, la future mariée, a un objet qui la distingue, cette queue de bœuf. C'est pour montrer que c'est elle la mariée. Dans toute la foule, quand tu vas voir ça, c'est avec elle, soit c'est avec elle, soit c'est avec sa maman. C'est les deux qui doivent prendre ça. Une présence de la famille qui aide Mariam à garder le moral. Ça me rassure avant de partir, mais ça me fait encore plus mal de les quitter aussi vite. Que je les aime beaucoup. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Le fiancé de Mariam est à Abidjan. Le mariage sera donc scellé sans lui. La jeune femme se prépare pour cet événement depuis plus d'1 an. J'ai travaillé, cotisé mon argent et m'apprêté un peu. Et voilà aujourd'hui que ça se passe très bien. Vous avez dépensé combien pour pouvoir réussir ce mariage-là? 3 millions pour avoir reçu ce mariage. Donc là maintenant vous êtes prête, vous pensez que vous êtes prête à quitter la famille pour aider votre mari, vous êtes prête? On n'est jamais prête. Parce que c'est pas facile. Mais c'est la tradition à faire avec. Dans les cuisines des familles où ont lieu des mariages en cette période, l'ambiance est festive. Mais cela n'empêche pas le déchirement et la peine de devoir se séparer des siens. C'est ce que s'apprête à vivre de son côté la sœur de Nimizata, une autre mariée. Cette étape s'appelle le Konyonkasi. Ça va apprêter la mariée pour le Konyonkasi. Aujourd'hui, c'est Konyombiri. Donc, il faut Konyonkasi d'abord avant le Konyombiri. Donc, je m'avais apprêté la Konyomso pour le Konyombiri. C'est pour faire pleurer un peu, on chante un peu pour faire rappeler ce qui s'est passé, ce qu'il y a. Donc, c'est ça qu'on appelle Konyonkasi. Où elle s'en va, elle ne sait pas ce qui est là-bas. Où elle a vécu aussi.
Si c'est même pareil, elle sait pas. La sœur aînée ressort plus tard avec plusieurs femmes. La future mariée, c'est Kadi, reconnaissable avec la queue de bœuf qu'elle tient en main. Elle est en train de saluer la belle famille. C'est le respect. Elles ont fait déplacement pour elle. Donc, elle doit saluer. Ça, c'est une forme de bénédiction qu'elle reçoit. Oui, c'est une forme de bénédiction qu'elle reçoit de la belle famille. Le groupe de femmes se dirige par la suite dans une cour voisine. C'est ici que tout se met en scène sur fond de mélancolie et de souvenirs. Nimizata est aussi submergée par les émotions. Son papa n'est plus. Si elle a eu quelque chose qui va régler, sa maman n'est pas là-bas. Si elle a eu quelque chose qui va régler, elle va aller seule. Elle va là-bas seule. Elle va pas avec quelqu'un. Elle est seule. S'il y a quelque chose, elle est seule. S'il y a quelque chose, elle est seule. Elle va aller tirer. Pour Kadi, qui a près d'elle une autre mariée, il n'est pas question d'amour, mais d'anxiété et d'angoisse. C'est ça qui me fait pleurer. Il a quitté ma famille pour aller dans une belle famille. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je pense que ça me fait beaucoup pleurer. Je pense que ça, mon papa, ça me fait tellement pleurer. De l'autre côté du village, nous retrouvons Mariam entourée de proches. Pas de pleurs, mais plutôt des bonbons. Elle fait ce qu'on appelle le kognambiri. La phase du mariage dédiée uniquement aux femmes n'ayant jamais enfanté. Non, c'est pour faire sortir l'éclat et sa beauté encore. Non. Ouais, moi, c'est ma cousine. Voilà. Comme c'est le village, c'est l'ensemble, on se soutient de façon mutuelle. Les bonbons qu'on jette ont pour objectif, selon la coutume, de donner un goût sucré au mariage. Et c'est paré de bonbons que Mariam profite de ses derniers instants de célibataire. Ça me rassure beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes parlé de bonbons, tout ça. Est-ce que c'est des choses qui font plaisir aussi? Oui, c'est des choses qui font plaisir. C'est chaque année, on fait ça à chaque mariée. Ça me fait beaucoup plaisir. La procession du kognambiri a pour point de chute le domicile de la jeune mariée où un autre dispositif se met en place. Hey! Soulevez! Comme ça, on finit comme cela, on organise, on donne à la mariée. Maintenant, de ça, on s'en donne à nos présidents. Ils vont nous partager. Et c'est au rythme des tambours qu'elle fait son entrée sous une pluie de bonbons. Avant, une scène culte du mariage chez les Koro, l'enlèvement de la mariée. Mariam a été enlevée par un proche pour obliger la belle famille à payer un droit avant de la récupérer plus tard.
Cette pratique matrimoniale remonte aux temps anciens. Et comme l'explique El Hadj Vassiriki Kamagaté, instituteur à la retraite, les coraux y tiennent. Les vieux ont eu le nez creux depuis l'Antiquité, depuis donc leur arrivée. Ils n'ont pas voulu les mariages disparates. Ils ont préféré, d'après les érudits d'antan, après leurs réflexions et leurs recherches spirituelles, ils ont décidé que les filles de ce village se marient collectivement. Et ceci a été situé donc après les carèmes. Vous savez, le mois de carême est un mois de pénitence, est un mois de don de soi à Dieu, c'est un mois d'adoration. Donc c'est le mois où le Tout-Puissant est très sollicité. Et les doyens, sachant que après le mois de carême, on continue de bénéficier de la grâce divine, et les filles qui devraient être mariées donc après le mois de carême sont complètement dans cette grâce-là, et que les liens qui vont être scellés dans ce mois de Mingaro seront tous des liens solides où les gens vont prospérer, et en tout cas, il y sera du bonheur. C'était à la recherche du bonheur pour tout le monde. Et si au cours de notre voyage chez les coraux, tous nos personnages ont pour patronyme Kamagaté, il y a bien une raison. Ici, le critère, la plupart des mariages sont des mariages de famille. Des mariages de famille. Le grand frère qui voudrait que le fils de son frère, n'est-ce pas, épouse sa fille, et vice-versa, n'est-ce pas, cela a guidé pour toujours consolider les liens de famille entre nous. Parce que ce n'était pas égoïste de notre part, de la part des vieux, ce n'est pas avec un esprit d'égoïsme. Mais nous qui vivons ici sur cette terre de Bois-Nougou, les vieux ont voulu d'abord qu'il y ait en tout cas cette solidarité-là entre les fils d'ici, les enfants d'ici, et par conséquent les enfants qu'on allait unir par le mariage dans cette période-là, se fondent toujours leur famille dans le cercle général de famille. Et comme on a pu le voir, il arrive que le mari ne soit pas présent au mariage. Cela peut arriver, le mari peut ne pas être présent à ce moment-là. Je vous le dirai pour l'anecdote, moi-même on m'a donné une fille en 87 et je n'étais pas là au mariage. Ce sont mes frères qui ont vraiment tout officié avec les vieux. Ils ont fait toutes les cérémonies avec les vieux parce que moi aussi j'étais enseignant à Béoumi. Donc en 87, on m'a donné ma nièce, c'était la fille de mon oncle. Donc cela n'est pas une entorse à la chose. Parce que si les parents, comme cela était avant, les parents sont déjà d'accord, ça passe. Même si le mariage ici est une affaire de famille, il faut malgré tout sacrifier à certaines traditions. En cet après-midi, une foule compacte est en procession au son des tambours. Ce sont les accompagnateurs de l'homme en t-shirt blanc. Yaya est un futur marié. C'est la coutume, c'est une manière de montrer notre joie, notre sympathie à travers le marié. Raison pour laquelle aussi nous déguisons. C'est une fête, c'est une joie donc. Tout ce qu'ils trouvent comme les habits, nous portons venir célébrer notre mariage à notre manière. On vient lui donner la force, la considération pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tous les amis, tous les parents, nous tous ensemble, on va danser maintenant chez les parents de la mariée. On démontre son soutien de diverses façons. Diallo. Ouais, Diallo. Ah bon, ah bon. Là, ouais, Calibla, putain, ne Calibla, fin gros. Tu putain. Jangan bloquer ma bien, voilà. Ah bon, n'a pas de drap. Eh, ni j'en mis dans laquelle la lune, non, molé, ouais. Non, molé. En fait, bon, le métier que le mari même pratique, c'est un chauffeur. Donc c'est l'imitation que le frère faisait pour montrer à tout le monde. C'est dans ça qu'il gagne sa vie, c'est un chauffeur. Voilà.
Donc c'est la scène qui montrait aux gens. Donc quand c'est comme ça, la belle famille aussi est rassurée de leur beau-fils aussi. Au-delà des accords et de la fête, il y a une autre cérémonie qui revêt une importance particulière, celle de l'attachement des noix de kola. Et pour la découvrir, nous rencontrons les proches de Yaya en pleine préparation du panier destiné à la famille de sa promise. La préparation du paquet est spéciale. Les feuilles là, ce sont les feuilles de kola. Bon, ce sont des feuilles qu'on va trouver ça dans les rivières. Ce sont ces feuilles là, on coupe et puis on met la kola dedans pour envoyer à nos futurs beaux. Donc c'est comme ça se passe. Après les prières de l'oncle du marié, l'attachement du colis peut commencer avec au total 101 kola afin que tout le monde puisse en manger à l'issue du mariage. Il n'y a pas de critères, mais il faut que la majorité des kolas soit la couleur blanche. Sinon, il n'y a pas de critères. Mais on aimerait que la majorité soit blanche. La couleur blanche. Sinon, il n'y a pas de critères pour le choix. Mais généralement aussi, il faut aussi que ce soit des noix qui sont bien grosses. La technique est particulière et symbolique. La Sina est un habitué. Donc on va passer maintenant à l'attachement. On attache le fil au bout d'un papier, des tiges d'un papier d'attiqué. Et maintenant, nous allons commencer maintenant à attacher. Parce que généralement aussi, quand on fait, et le coup même du colis soit aussi encore plus long, pour qu'on sache que vous aimez encore mieux votre femme. Parce que quand il fait court, donc les parents de la mariée vont se plaindre, puisqu'ils diront que leur enfant, leur fille n'a pas un cou qui est court, le cou de leur fille est long. Donc des effets, tu fais encore le colis encore plus long. À présent, il faut préparer l'envoi du paquet chez la belle famille. Donc maintenant, on remet ça dans le panier. Et maintenant, c'est la couverture, c'est-à-dire le drap du marié qu'on prend comme, je sais pas, c'est ce pagne-là, on va plier. Et puis la sœur du marié va mettre ça sur sa tête pour transporter maintenant la kola chez nos beaux-parents. Pourquoi est-ce qu'on prend le drap du marié? Le drap du marié, bon, c'est les parents qui demandent ça. Ça montre que c'est toujours pour montrer à notre beau-parent l'amour qu'on a pour les filles. Et simplement ça. C'est la sœur de Yaya qui portera le colis. Les petits frères, les grands frères du marié, voilà, c'est eux qui m'accompagnent avec la coula. C'est la tradition. À chaque fois qu'on fait les attachements de coula, c'est comme ça qu'on fait. C'est notre sœur, c'est la sœur au marié. Donc, symboliquement, on lui remet 5 francs. Mais pourquoi 5 francs alors? 5 francs, c'est le travail qu'elle va faire pour nous. C'est une manière de la récompenser. Mais c'est symbolique, c'est 5 francs. Une somme de 250 francs CFA est ajoutée au colis à remettre à la belle famille. Rendez-vous est pris pour le lendemain, après la prière de 16 h, pour le détachement de tous les paquets de cola de l'ensemble des mariages qui ont lieu dans la localité. Chaque panier correspond à un mariage et maintenant sous chaque panier on doit déposer 500 francs et 250 francs, ça veut dire 750. 250 francs pour la mariée et 500 francs maintenant sera partagé et distribué maintenant à l'assistance, tous les hommes qui sont là. Ici on a l'imam et puis on a l'imam,
Et puis on a la chefferie est là, les imams sont là et les autres notables sont là. Et puis les parents des mariés aussi sont là, des deux côtés. Ensuite, les paquets de cola sont détachés et le contenu renversé sur la natte devant l'Assemblée en signe de solidarité. Bon, ici c'est le partage. Donc tous les paniers qui sont venus, donc on met une part dedans pour aller remettre maintenant aux parents des deux mariés. Donc après maintenant le reste, l'assistance va se partager maintenant. Et après maintenant le reste sera partagé à l'assistance qui est là maintenant. C'est comment ça se passe. Toute la population est témoin du mariage. Donc le mariage est consommé. Le partage des noix de cola à toutes les personnes présentes met fin à la cérémonie. Cet attachement à la tradition fait face désormais à la modernité. Et les plus jeunes ont décidé d'arrimer à la période du mariage collectif un événement dénommé Migaro Festival, dont l'attraction principale est ce concert. Quand tu es dans la maison, tu vois dehors. Celui qui est dehors, il voit dans la maison. Le spectacle clos, la saison des mariages. Pour les initiateurs, c'est un produit d'appel touristique et identitaire. Ce qui peut attirer la jeunesse, c'est ce qui se passe dans les grandes villes. Donc pour nous, c'est un appart. Ils n'ont pas l'habitude de voir les artistes. Donc on leur donne la possibilité de côtoyer les artistes à travers ce festival. Et au-delà de ça maintenant, nous allons proposer maintenant ce que nous avons déjà dans notre culture. Une orientation qui vise aussi à mettre la lumière sur le peuple Koro. Nous sommes 60% dans le Béré, plus de 120 villages, même méconnus. Et quand nous sommes dans les grandes villes, quand on nous appelle, quand on dit que nous sommes Koro, les gens ne savent pas. Et on nous assimile au Koya. Et les Koya sont nos cousins. Voilà, donc il est temps maintenant de valoriser notre culture. Et c'est vraiment très important pour nous. Un pari réussi pour cette année, au vu de l'engouement suscité par cette touche de modernité. Le mariage chez les Koro, un rite aux symboles multiples et qui veut s'imposer comme le premier outil pour pérenniser le patrimoine et l'esprit des Kamagaté. Et pour parler de ces mariages collectifs en pays Koro, nous sommes rejoints par l'auteur du reportage, William Sakiré. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir sur le plateau. Pourquoi avoir décidé de mettre un coup de projecteur sur ces mariages en particulier? Alors avant tout, la première curiosité, c'est les Koro eux-mêmes en fait. C'est un peuple qui est vraiment méconnu et même il avoue. Ils sont souvent confondus aux Koyaka qui sont leurs voisins directs. Et après, la question des mariages collectifs, c'est vrai qu'on les voyait déjà dans certaines corporations professionnelles, sur les Korabiens notamment, mais dans le contexte purement traditionnel, c'est vraiment différent. C'est ce qui a fait qu'on a voulu quand même pousser la porte et puis voir à quoi ça ressemblait. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre immersion au cœur de ces mariages collectifs? Le nombre déjà de mariages, 14 mariages, alors que là où souvent on dit que dans les heures fastes, hein, on pourrait aller jusqu'à 50 mariages, et puis voir l'engouement autour. Et puis il y a aussi que tout le monde, ou presque, s'appelle Kamagaté là-bas. Donc, partout où on passe, il n'y a que le Kamagaté. C'est vraiment curieux, puis ça a vraiment été un fait marquant dedans. Parce qu'il est mentionné dans le reportage que ces mariages aussi se produisent en raison des liens de sang entre les mariés. Est-ce qu'on pourrait également parler de mariage consanguin? On va dire que c'est des mariages consanguins parce qu'eux tous ont pratiquement le même patriarche. Hein. Kamagaté. Donc ça fait que finalement, lorsqu'on se marie, c'est très souvent avec un cousin, une cousine, une nièce qu'on le fait. Les raisons sont diverses. Déjà, il y a la question de la stabilité sociale. On se dit que si on se marie avec sa cousine, il y a moins de risques de faire la bagarre, déjà au moins. Après, ils se disent que quelque part pour eux, c'est une manière aussi de perpétuer leur nom et leur identité.
Voilà. Mais il peut aussi y avoir des questions de santé qu'on a déjà développées dans le sujet mariage consanguin que vous avez d'ailleurs réalisé cette saison. Il y a aussi l'absence parfois du mari lors de ces mariages qu'on a pu constater dans le sujet. Comment est-ce que les femmes vivent-elles cette situation? Déjà, un mariage sans la présence du mari, c'est vraiment insolite. Mais pour eux, c'est quelque chose de normal. Parce qu'ils se disent qu'avant tout, un mariage, c'est sceller l'union entre deux familles. Aujourd'hui, les femmes ont appris à vivre avec. On a un personnage dedans, Mariam notamment, qui vit à Abidjan. Elle a laissé son mari ici à Abidjan et elle allait faire le mariage là-bas à Bondougou. C'est quelque chose qu'elle a digéré. Elle a vécu, on va dire, son moment de gloire en tant que nouvelle mariée, sans vraiment trop y penser. Et cette douleur que certaines ressentent à l'idée de quitter leur famille, comment est-ce que vous l'expliquez alors que c'est censé être normalement le jour le plus beau dans la vie d'une femme? Et quelle est l'importance des liens familiaux dans la culture des Koro? Et qu'est-ce que cela reflète dans leur mariage? Alors, en off, on a demandé à Kadi, mais le mariage est censé normalement être un moment de joie. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Parce qu'on l'a vu clairement, ce n'était pas des larmes de joie. Elle a dit en fait, ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas son mari, mais elle se dit plutôt qu'elle quitte sa famille, on va dire vraiment nucléaire, vers une autre famille. Elle ne connaît pas les réalités de cette nouvelle famille-là. Et puis en même temps aussi, il y a cette nostalgie de penser à son père ou bien à sa mère qui ne vit plus. Et puis aujourd'hui, se dit, bon, si je vais dans cette nouvelle famille, si j'ai un souci, auprès de qui est-ce que je viendrai pleurer? Auprès de qui est-ce que je pourrais venir prendre conseil? Oh, ça peut être contradictoire vu que c'est la même famille au final. Voilà, justement, c'est ça, c'est ça, voilà. Et au-delà de la tradition, est-ce qu'il y a un volet aussi économique dans l'organisation de ces mariages? Est-ce qui permettrait peut-être aussi, la raison pour laquelle aussi le font en gros, c'est pour faire des économies? Oui, il y a ça aussi, parce que quand on a discuté vraiment en intimité avec certaines personnes, ces personnes nous ont dit clairement qu'aujourd'hui, faire un mariage collectif, c'est moins coûteux. Parce que si je me lève en dehors de la période qui vient après le ramadan pour faire mon mariage, il y a des coûts forcément qui vont être plus énormes. Alors que lorsqu'on est 14, lorsqu'on est 50, clairement, on mobilise moins de moyens. Moins de moyens, je dirais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on va à la mosquée et qu'on doit détacher les coulades, tout ça, on est ensemble. On supporte les charges ensemble, puisque lorsqu'on détache les colas, il faut faire l'offrande, tout ça. Quand on est 14, quand on est 50, ça fait moins de fonds à payer. Donc, quelque part, il y a cette dimension économique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces mariés-là fait l'effort de préparer le mariage sur 2 ans, sur 3 ans, parce que lorsque Mariam naît, on sait plus ou moins avec qui elle va se marier. On sait que ça sera avec Youssouf, mais avec Adama. Donc toute sa famille s'y met déjà en termes de préparation. Faut-il considérer ces pratiques comme étant issues d'un ancien temps dont il faut se séparer pour adopter la culture moderne qu'on connaît ici à Abidjan, ou au contraire, faudrait-il les perpétuer pour préserver leur authenticité? Bon, je ne suis pas Koro déjà, donc je ne dirais pas que... D'un point de vue extérieur, en tant qu'observateur. D'un point de vue extérieur, je dirais qu'il faut arriver à allier les deux. Peut-être qu'il faut aller au-delà de la consanguinité, s'ouvrir davantage, parce qu'aujourd'hui, on peut être kamagaté et puis être amoureux d'une baoulée. Ça peut arriver, donc il ne faut pas se fermer, parce que les Koro aujourd'hui ne vivent pas que dans leur village, ils vivent aussi à Abidjan, ils vivent aussi à Msokro, donc il faut quand même pouvoir permettre aux gens de s'épanouir librement. Naturellement, il y a derrière ce tout défi-là, arriver à préserver cette culture, cette richesse qui fait vraiment la particularité de ce peuple-là. Donc c'est un défi qu'il faut forcément réussir à gagner pour eux, parce qu'aujourd'hui, ils savent que leurs voisins d'à côté, qui sont les Koyaka, sont, on va dire, les plus connus. Donc pour eux, aujourd'hui, c'est d'arriver à mieux vendre leur culture pour qu'ils soient les plus connus aussi, comme ils le disent eux-mêmes. Et ce jeté de bonbons là qu'on a vu dans le reportage, comment est-ce que vous l'avez vécu et quel sentiment vous a animé quand vous avez quitté toutes ces familles? Déjà, lorsqu'on a jeté les bonbons, on a une part de bonbons aussi dedans. Donc, quand... Je n'ai pas vu ma part encore. Non, on l'a vu tout à l'heure. Alors, donc, ces bonbons étaient vraiment délicieux et c'est ce côté délicieux que les gens ils veulent mettre dans le mariage. Ils se disent qu'aujourd'hui, en dehors des pleurs ou de la douleur de la séparation de la famille, quand on donne des bonbons, tout ça, quand même, ça donne un côté sucré qui fait que finalement, on a envie de se marier encore. Voilà. Et puis,
À côté de ça, ce que je retiendrai aussi, c'est que quand même, aujourd'hui, les Koros sont vraiment attachés à leur culture et à ce principe de mariage. Parce que tous ceux qu'on a vus là-bas sont passés par là quand on a demandé en offre et tous sont passés par ce rituel de mariage vraiment typiquement Koro. Donc aujourd'hui, c'est un gros challenge pour eux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont organisé à côté un festival qui est le Migaro Festival, histoire de créer une sorte de produit d'appel touristique, mais aussi identitaire, pour que ceux qui sont à Abidjan, qui ne connaissent pas la culture, puissent partir au village. Merci William Sakiré de nous avoir permis de remercie, découvrir la culture des mariages collectifs en pays Koro. Merci d'avoir été avec nous. Merci Mélina. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dimanche prochain, même heure. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.